Bonjour à tous. Vas-y. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors merci d'être resté jusqu'à 17 h pour venir assister à cet atelier sur les parcours de compétences. Donc je suis avec Édouard Vincent. Nous sommes co-auteurs du livre sur les parcours de Sheretz que nous avons découvert ce matin. On ne l'avait pas eu encore dans nos mains, donc le voilà, il est tout beau, tout neuf. Nous allons vous présenter cet atelier, et plus spécifiquement sur comment gérer l'hétérogénéité des élèves avec les parcours de compétences. Donc Édouard est professeur à Orléans. Donc son blog, c'est un prof des écoles. Il travaille en parcours depuis de nombreuses années. Et il est également auteur chez Magnard sur les petits mémos ainsi que le petit fichier d'exercices mathématiques. Quant à moi, Muriel Lozeille, je suis Lala Msaklas. Je suis maître formatrice sur la mission Innovation 78. J'accompagne les collègues sur le département sur la classe flexible. Je suis également auteur chez Red sur les réussir en grammaire et les cartes mentales. Voilà. Alors on va essayer de faire vite, parce qu'il y a une demi-heure. On va essayer de vous présenter donc un parcours de compétences. En tout cas, qu'est-ce qu'un parcours de compétences? Comment les utiliser? Les aménagements que l'on fait en aval. Donc là, on va glisser un tout petit peu vers la CUA, la conception universelle des apprentissages, et qui est également l'aboutissement en fait de ce travail avec ce dispositif. On parlera aussi de disponibilité du PE et le lâcher-prise. Et enfin, je vous laisserai, alors je ne sais pas si on pourra le voir parce que le son est très mauvais, mais j'ai eu la chance d'avoir un petit film qui a été fait par la DGESCO dans ma classe. Donc c'était intéressant de vous montrer les élèves en action. Malheureusement, je crois que le son ne va pas être là, donc vous pourrez scanner et le voir après tranquillement. Donc une classe hétérogène, effectivement, c'est plein de profils. Alors, ce n'est pas seulement des élèves à besoin, c'est aussi tous les autres. Donc, on a les 10, les TDAH, mais on a aussi l'élève lent, l'élève brillant, l'élève qui est dans sa bulle, le pas élève. Et en fait, il faut composer avec tout ce petit monde. Donc, je pense que ça, vous vous reconnaissez un petit peu sur tous ces profils. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces élèves, en fait ? Et comment travailler avec eux en étant au plus près d'eux. Donc un parcours de compétences, avant de commencer à rentrer vraiment dans le parcours de compétences, on a un outil essentiel qui est le référentiel de compétences. C'est un peu la base de travail de l'enseignant puisque c'est sa programmation annuelle, mais ça va être l'outil de l'élève. Je vous ai amené un petit, vous pourrez venir voir après, mais donc je vous ai amené des exemplaires d'élèves ainsi que des tout neufs. Mais vous pourrez voir, donc ce travail sur le référentiel est essentiel quand on commence sur les parcours puisque c'est un petit peu votre programmation des compétences, classée, répertoriée en ceinture et graduée. Elle se complexifie évidemment au fil des couleurs de ceinture. Et pour l'élève, c'est son outil de travail pour toute l'année. C'est-à-dire que c'est avec cet outil qu'il va pouvoir suivre son travail, c'est également ses réussites, ses échecs, mais en tout cas, c'est son guide. Donc l'enseignant programme forcément, cible les objectifs qu'il veut atteindre avec les élèves et il va organiser les contenus. Une fois que vous avez vraiment répertorié vos compétences, c'est là que vous pouvez construire vos parcours. Donc les parcours... Donc c'est un parcours, une compétence. Et comme c'est un parcours, une compétence, il faut recenser également toutes vos ressources dans la classe. Alors il y a des parcours, il n'y a pas un parcours. Moi c'est vrai que j'ai un peu démonté la méthode Réussir en grammaire et je l'ai montée en parcours avec les ressources du livre. Parce que je voulais garder la manipulation, tout le travail qui était fait sur la méthode. Parce qu'elle est séquencée et je voulais un petit peu le côté spiralaire et le monter en puissance en fait avec les élèves pour qu'ils travaillent aussi toute l'année, le présent par exemple et pas seulement une séquence d'une semaine. Mais quand vous avez effectivement recensé toutes ces compétences, vous pouvez aussi derrière regarder un petit peu tout ce que vous avez dans les classes.
et vos classes, elles sont remplies de ressources. L'intérêt en construisant vos parcours, c'est effectivement de reprendre tout ce que vous avez dans la classe et de vous dire, bah, tiens, ce jeu-là, il est bien pour telle compétence, donc je vais l'intégrer dans le parcours qui correspond à la compétence travaillée. Donc ça, c'est vrai que quand on se lance dans les parcours de compétences, c'est un gros travail en amont, je le reconnais. Mais une fois que c'est fait, bon, bah, vous verrez, c'est super. En général, les collègues qui veulent se lancer, je leur demande vraiment de ne pas faire comme moi, parce que moi, j'ai commencé le 28 août en me disant, tiens, il me faut des parcours pour le CM2, parce que j'en ai en CM1, mais je ne les ai pas en CM2. Donc j'ai commencé le 28 août. Bon, il faut du temps. Et c'est intéressant pour vous, peut-être, c'est de vous lancer sur 1 ou 2 domaines, par exemple, pour commencer. Et une fois que vous avez bien compris un petit peu la construction, puis aussi trouver votre place dans ce dispositif, vous pouvez l'étendre à d'autres domaines. Après, il ne s'agit pas de faire non plus que des parcours, on est d'accord. Hein, la classe est plus riche quand on multiplie les dispositifs. Donc voilà en image le référentiel. Donc vous voyez que chaque compétence, est-ce que c'est visible pour vous? Bon, je vais essayer de vous expliquer, mais en tout cas, vous avez les compétences qui sont répertoriées dans les ceintures. Donc là, vous pouvez voir dans la ceinture jaune, il y a 4 parcours, 4 compétences donc. Et vous avez toujours dans chaque ceinture soit une compétence de tutorat, soit une compétence liée au chef-d'œuvre. Et ce qui est important aussi quand vous construisez votre référentiel, c'est de ne pas mettre trop de parcours. Parce que, bon, une année, moi, j'ai suivi un référentiel où il y avait à peu près 10-12 parcours. Et c'est vrai que les élèves s'essoufflaient, en fait. En janvier, on était toujours dans la même couleur de ceinture. Et question motivation, c'était pas génial, c'était pas gagné, en fait. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas en mettre, alors pas trop peu, mais pas trop non plus pour qu'ils aient ce sentiment de progresser. Parce que ça, c'est essentiel dans les parcours, c'est de monter en puissance dans les compétences et de voir en fait ce passage de ceinture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on verra le panneau tout à l'heure, mais aller accrocher sa nouvelle ceinture, c'est hyper important. Ça peut tomber pendant la séance d'histoire, mais c'est pas grave. On lui dit, vas-y, va mettre ta ceinture, parce qu'il vient de se rappeler qu'il l'avait obtenue. Et c'est très, très important pour l'estime de soi. Est-ce que ça va pour le référentiel ? Vous n'hésiterez pas à venir voir après vraiment les images au plus près. En tout cas, voilà. Donc, dans ce référentiel, vous avez donc la ceinture, toujours. Donc, le domaine, c'est la conjugaison ici qui vous est présentée. Vous avez les couleurs de ceinture. Donc là, ça va jusque de la jaune à la rouge chez nous. Mais les couleurs, évidemment, vous pouvez choisir votre graduation. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez mettre une ceinture rose, vous la mettez. Donc ça, c'est vous qui faites votre graduation. Et vous avez également donc la colonne avec donc les compétences. Et sur le côté à droite, vous avez le numéro du parcours. Ça, c'est important pour que l'élève se repère dans la classe et aille chercher donc le numéro de parcours qui correspond. Et également 3 petites cases. Je ne sais pas si vous les voyez à droite avec un 1, un 2 et un 3. Ça, ce sont la case des essais. Parce que dans ce système de parcours, nous avons 3 essais possibles. Donc on est un peu sur l'évaluation positive, c'est-à-dire que l'élève a 1 chance, 2 chances, 3 chances. Muriel, je te coupe. C'est vrai que toi, tu travailles sur un niveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur le cycle entier. De faire un référentiel sur le cycle. On n'entend pas ? Un référentiel sur le cycle. Ça peut être intéressant aussi plutôt que sur un niveau. Mais après, ça dépend des collègues et s'ils sont motivés ou non de travailler sur ce système. Alors évidemment, pour utiliser ce référentiel, il faut aussi coacher les élèves et trouver un codage pour qu'ils s'approprient. C'est-à-dire que trouver un petit code pour dire j'ai commencé le parcours. Donc ici, lui, il mettait une petite croix, enfin une petite flèche. Quand le parcours, la première étape du parcours était terminée et on allait à l'essai 1, l'élève entourait. Et puis vous voyez que les cases sont vertes, ça veut dire qu'il a réussi en tout cas le parcours 1, enfin l'essai 1, ce qui fait qu'il colorie les 3 cases puisqu'il n'aura pas d'essai 2 ni d'essai 3. Par contre, s'il échoue l'essai 1, il va colorier en orange l'essai 1 et il va tenter, donc ensuite, il va poursuivre le parcours pour aller après à l'essai 2. Voilà. Chez Édouard, donc c'est plutôt des parcours numériques. Et la différence chez Édouard, c'est que pour autant moi, l'essai 1 intervient après des phases d'entraînement, Édouard, l'essai 1 intervient tout de suite.
Donc l'élève passe l'essai 1 s'il s'en sent capable, si pour lui il juge que la compétence il la connaît. Nous on est en CM2 par exemple, donc il y a des notions qui ont été vues avant. Il y a des élèves qui disent non mais moi c'est bon, je me sens capable, je passe directement l'essai 1, je pense que je vais l'avoir. Et donc on laisse aussi l'élève estimer aussi son potentiel. Et donc chez Édouard ils essayent... Ah pardon, excusez-moi, je m'emballe. Donc il passe l'essai 1. S'il est réussi, il n'y a pas de parcours finalement, il va passer au parcours suivant. Par contre, si l'essai 1, qui est un peu diagnostic, n'est pas réussi, donc ils vont passer, donc vous voyez à la première colonne en jaune, avec tout un programme qui est présenté à l'élève pour aller vers l'essai numéro 2. Voilà, donc il a une phase d'entraînement, puis l'essai numéro 2. Si l'essai 2 est échoué, donc il va passer dans la colonne bleue avec... l'entraînement pour aller vers l'essai 3. Donc Édouard utilise OneNote dans lequel donc, ces parcours sont répertoriés avec le pareil, enfin, comme moi en tout cas avec un numéro, la compétence et l'élève a également à disposition des ressources et la vidéo. C'est bon pour toi Édouard? C'est parfait. Ouais. Chez moi, je suis plutôt traditionnelle et version papier. Hein, je ne suis pas encore en numérique. Donc là, pour moi, c'est des parcours papier, recto verso. Donc vous voyez sur le premier recto le parcours avec donc, la vidéo ou la carte mentale à compléter. Ensuite, sur l'étape 2, vous voyez, donc il y a toujours des jeux, enfin de la manipulation ou des jeux, ainsi que de l'interactivité avec les élèves. Je ne sais pas si vous voyez le petit picto à 2. Donc ça, c'est important dans les parcours que les élèves soient en interaction. Donc soit en coopération, soit en tutorat, soit aussi en entraide, mais aussi à jouer à 2. Et puis vous avez aussi d'autres pictos, puisqu'on passe aussi, le jeu est très important, la manipulation est très importante, mais il y a aussi quand même un peu d'écrit dans le cahier, avec vraiment un passage à écrit très traditionnel dans le cahier. Donc c'est un mix de tout ça. Tu as du numérique aussi? Oui, il y a du numérique aussi. On le trouve donc dans le verso notamment. Donc là, vous voyez en bas du recto, l'élève fait tout ce parcours, puis ensuite se prépare pour l'essai numéro 1. C'est réussi, c'est terminé. C'est échoué, il va passer à l'étape numéro 4, qui est de corriger son essai avec un tuteur, qui lui est compétent, enfin maîtrise la compétence. Et il a ensuite, alors on utilise classe numérique, cuisinière, enfin on a des petits exercices aussi. On leur offre un autre moyen de représentation aussi que le cahier ou l'exercice traditionnel pour aussi motiver l'élève et travailler aussi autrement. Et donc l'élève, une fois que cette étape est passée, donc il peut aller à l'essai 2. Si c'est réussi, c'est terminé. Si c'est échoué, il va passer sur la dernière étape où là, effectivement, il est plus coaché par l'enseignante. Mais en général, moi, je suis déjà arrivée avant. Hein. On les connaît, les élèves, donc on a déjà agi avant. Mais en tout cas, sur cette dernière étape, on peut donc refaire le jeu avec l'élève et discuter et voir avec lui comment avancer. Et puis, on vérifie un petit peu ce qui peut coincer. En conjugaison, bon, c'est sûr que l'écrit est compliqué, par exemple. Sur un dyslexique, on va retrouver des difficultés. Donc on peut passer aussi à l'oral. Est-ce que ça va pour vous? Donc là, on vous montre également un exemple d'essai, sachant que les 3 essais sont sous ce format un peu identique. Donc c'est très court. Vous avez la compétence, un petit exercice, un tout petit exercice qui va permettre donc de voir et valider la compétence. Et puis, là, ici, chez moi, il y a donc, vous avez le A, PA, NA, en tout cas, pour valider l'essai. Et chez Édouard, donc c'est pareil, lui, c'est des petits smileys. Voilà. Le format est court, c'est-à-dire que ces petits essais, ils ont lieu, par exemple, tous les 2 jours. Ce n'est pas des essais qui arrivent en fin de période. Et ça, c'est important. C'est vrai que dans Réussir en grammaire, il n'y avait pas d'évaluation, par exemple. Et on m'a reproché, on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ces essais, c'est quoi ces évaluations toutes petites, c'est pas ça parce qu'en fait je vous ai mis en bonus les essais des parcours.
Et c'est ce format d'évaluation positive où il n'est pas nécessaire de multiplier les compétences dans une évaluation, surtout en fin de période, mais de vraiment les sensibiliser vraiment à la compétence travaillée et de le travailler vraiment sur toute la période, sur les évaluations. Et l'élève avance comme ça tous les 2-3 jours et passe ses essais tranquillement sur l'ensemble de l'année. Tous les jours. Et tous les jours, enfin... Voilà, il y a des essais tous les jours, mais pour des élèves, ça peut être tous les 2 jours, le temps d'avoir fait le parcours. Il ne le considère même pas comme une évaluation, quoi. C'est un exercice qu'il fait comme ça, sans être stressé, justement. Ça déstresse beaucoup l'élève. Dans un parcours, il y a également donc la place du tutorat qui est essentielle, ainsi que le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui peut être aussi un recours à l'évaluation. Hein. Un beau chef-d'œuvre peut être aussi, finalement, peut permettre de valider aussi une compétence. C'est-à-dire que là, les élèves peuvent créer des jeux, des affichages pour leurs camarades, carte mentale évidemment, ou sur une application dédiée, un exercice. Donc ça, on laisse les élèves, on leur laisse la créativité aussi, dans la compétence ciblée, bien sûr. Et puis pour le tutorat, donc, dans ma classe en tout cas, pour matérialiser le tutorat, j'ai un panneau SOS. Et les élèves, quand ils sont bloqués, que ce soit pour la correction d'un essai ou pour une compétence où ils se sentent fragilisés, ils peuvent aller mettre un post-it avec leur prénom, la compétence, et sachant que la compétence tutorat doit être validée dans le référentiel, les élèves passent spontanément autour de cet affichage pour aller aider les camarades. Les élèves sont sensibilisés au fait qu'on est tous dans le train et on avance ensemble et on aide les élèves à avancer. Voilà. Alors, ce n'est pas au même rythme, ça, ils le savent, mais en tout cas, on avance. On a également le panneau des ceintures. Alors, vous allez me dire, oui, ça stigmatise peut-être un peu. Pas du tout, en fait. C'est très important. Les élèves savent que, oui, il y en a qui vont avancer plus lentement que d'autres, mais que cet affichage permet de montrer les réussites. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on doit aller matérialiser la réussite d'une nouvelle ceinture, c'est un moment très important et il faut le prendre, ce temps. Et féliciter l'élève, évidemment. Et puis aussi le tutorat, comme tu disais. Quand ils ont besoin dans une certaine manière, ils vont aller voir sur le tableau qui est le plus avancé dans les couleurs de ceinture, dans telle ou telle matière, pour aller voir cet élève, lui demander de l'aide. Donc voilà, donc chez moi, c'est des petites ceintures qu'on pâte à fixe et chez Édouard, c'est des petites gommettes. Mais ça se ressemble. Alors la question de l'emploi du temps aussi est importante. Édouard, je vais te laisser peut-être présenter... Moi, en fait, on travaille en atelier. Donc, en fait, les ceintures, les parcours sont compris dans les ateliers de français le matin et maths l'après-midi où... les élèves tournent sur différents ateliers, dont l'atelier plan de travail, où ils suivent les ceintures. Après, ils ont des projets, des exercices de manipulation, des petits jeux. Enfin, voilà. On tourne comme ça sur la semaine. C'est pas vraiment un temps dédié aux ceintures où toute la classe est en même temps aux ceintures, parce que je trouve que c'est dur à gérer, moi. Donc, en fait, je préfère faire des petits groupes de 4, groupes de 3, et les faire tourner sur une demi-heure à peu près par jour. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle atelier de français et atelier de maths ici. Donc en gros, ça fait 3 fois des ceintures en français, 3 fois des ceintures en maths en gros sur la semaine. Et chez moi, donc c'est vraiment des créneaux dédiés, donc un créneau parcours français et un créneau parcours maths, ainsi qu'un créneau parcours anglais cette année, enfin depuis 2 ans. Et là, chez moi, en tout cas, les élèves sont tous en parcours. Donc pendant le parcours de français, ils peuvent faire le parcours vocabulaire ou le parcours grammaire ou le parcours conjugaison. Puis pendant le créneau dédié maths, c'est plutôt parcours, donc géométrie, numération, grandeur et mesure. Et c'est au choix. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on a des élèves qui adorent la géométrie. Ils ne peuvent pas faire toutes les ceintures jaunes de géométrie, puis passer à la ceinture orange de géométrie. Il faut que toutes les jaunes de maths soient validées. Sinon, vous avez des élèves qui vont faire que de la géométrie et en février, ils n'auront toujours pas commencé la numération. Donc ça, c'est important de mettre des règles aussi dans la passation des parcours. Moi, je laisse. Alors, moi, pas, mais... Et
Et donc voilà, donc j'ai des parcours dédiés et on le fait tous les jours. Avec des créneaux, bon, 45 minutes, parfois moi le vendredi c'est 30, parce qu'il y a d'autres activités, le sport, enfin des choses qui s'ajoutent bien sûr dans l'emploi du temps. Qui dit parcours dit aussi aménagement de la classe. Et la première chose à penser quand vous travaillez, alors même en atelier en fait, atelier, pôle d'apprentissage ou parcours de compétences, c'est important d'avoir ce qu'on appelle des centres de ressources. Donc un meuble dédié maths, un meuble dédié français. Parce qu'il faut penser à la fluidité et l'autonomie de vos élèves. Parce que ce n'est pas vous qui sortez le matériel, c'est eux qui vont le chercher en fait. Donc il faut que tout soit à disposition, clairement identifié dans les centres de ressources. Donc si c'est français, il faut qu'il y ait donc soit les parcours pour moi ou les jeux. Édouard, donc il n'a pas de parcours stocké dans les meubles, mais il a tous les jeux, par exemple. Et il a également un meuble pour les essais. C'est le meuble avec les tiroirs jaunes. Voilà. Alors que chez moi, c'est plus. Donc moi, les parcours sont stockés dans des boîtes d'archives aux couleurs des ceintures, dans laquelle je mets donc les parcours papier. Et dans ces petites pochettes, je mets également tout le matériel de... Donc par exemple, pour réussir en grammaire, j'ai mis toutes les étiquettes prêtes pour les 25 élèves dedans. Bon, je ne vous cache pas que sur les derniers, il y en a qui ont pris 2 étiquettes, il y a un bug à la fin, il faut aller rechercher et refaire une photocopie parce que... il y en a un qui en a pris 2, hein, mais ça, c'est voilà, les aléas de l'organisation hyper calibrée, on se rate à chaque fois. Et puis... sur la dernière photo, c'est mon armoire dans laquelle j'ai mis effectivement les essais également. Donc elles sont à disposition dans des petites enveloppes. Et les élèves, alors ils me demandent avant d'aller, parce qu'on passe, en général on fait on les stoppe un petit peu dans l'élan et on vérifie que les révisions ont bien été faites. Donc on pose une petite question sur certains élèves en tout cas. D'autres on sait que c'est bon. Et on peut aussi leur dire, bon, c'est bon, t'es prêt, vas-y. Ou on peut aussi dire, non, écoute, là, t'es pas prêt, révise encore et tu reviens demain. Voilà. Les classes également sont aménagées pour travailler avec des espaces bien identifiés, donc des îlots, forcément, pour pouvoir aussi travailler en coopération. Et des espaces aussi où ils vont jouer. Moi, j'utilise le couloir, par exemple, de la classe, parce que le jeu à 3 ou à 4, des petits jeux de plateau, ça fait beaucoup plus de bruit, donc c'est plus facile d'aller dans le couloir faire ce petit jeu qui dure 10 minutes, hein, ensuite ils reviennent. Et également, donc dans ma classe aussi, j'utilise les tapis, donc on n'écrit pas sur les tapis. On est à table, bien sûr, quand on est en train de travailler dans le cahier et on fait un exercice, on est à table et on écrit. Par contre, tout ce qui est jeu de manipulation, on peut aller le faire sur le tapis. Un rassemblement aussi pour médier devant, puis pour se mettre au jeu avec les tables et les îlots. Voilà. Donc là, les règles aussi. Donc là, on est un peu sur la classe flexible, mais c'est beaucoup de règles. C'est pas une classe bazar en fait. Il y a énormément de règles en amont qui sont explicitées auprès des élèves pour qu'ils sachent où ils vont, comment ils prennent le matériel, comment ils le rangent aussi, parce qu'un jeu qui est mal rangé, un dé qui est perdu, c'est tout le dispositif qui est mis aussi en péril pour la suite, pour les autres. Donc c'est énormément de règles de méthodes de travail, en tout cas dans la classe. Donc je vais revenir sur l'hétérogénéité, en tout cas. Donc je vous ai mis quelques petits profils. Bon, je ne sais pas si vous les avez, ceux-là, mais vous devez bien en avoir quelques-uns. L'objectif, en fait, enfin, pour ma part, donc j'ai glissé vers les parcours de compétences il y a quelques années, où effectivement on a des enfants qui avancent et qu'il faut nourrir, d'autres qui ont besoin de qui ont besoin de votre présence. Et en tout cas, c'est vrai qu'en grand groupe, en frontal, je ne m'y retrouvais pas. En fait, je n'avais pas l'impression que j'étais disponible. Et puis bon, j'ai eu beaucoup d'élèves à besoin aussi au fil des années, donc de tout profil. Et je me suis aperçue finalement que je faisais... bon, bah alors lui, c'est telle police, donc je vais créer tel support pour lui. Lui, c'est plutôt telle chose pour lui. Lui, il faut sortir le matériel de manipulation. Lui, il faut... Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça ne va pas du tout, tout ça. Je m'épuise. C'est lourd. Et je pense que c'est le cas pour tous.
c'est qu'on part dans tous les sens en essayant finalement d'aider les élèves au mieux et en fait on s'y perd complètement. Et puis petit à petit je me suis aperçue qu'en fait ça servait à rien de préparer pour un et j'ai commencé à me dire je vais mettre pour tous finalement. C'est-à-dire que la police adaptée je la mets pour tout le monde. Le chat lesté c'était pour un élève TDAH, il l'avait sur les épaules de moi puis après j'ai retrouvé le chat lesté sur les épaules de tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui n'en avaient pas besoin. Et même ce chat était au milieu de la table et il le caressait. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais en fait, j'ai tout faux. C'est que même des élèves sans profil particulier ont également aussi des besoins. Et on doit gérer leurs émotions, ont besoin aussi de sécurité dans la classe. Et finalement, plutôt que d'aller au cas par cas, je me suis dit, en fait, je vais mettre en place pour tous, finalement. Et après, à moi d'agir pour ceux qui sont les plus rapides, de les nourrir davantage. Mais en tout cas, le travail de base, c'était finalement les élèves à besoin en priorité, mais en le mettant en place pour tous. Donc, créer un environnement capacitant. L'année dernière, je voulais faire une visio pour les collègues, où je voulais expliquer non seulement les parcours, mais également tous ces aménagements qui avaient été mis en place au profit du collectif. Et je ne savais pas comment ça s'appelait. Je ne savais pas comment l'expliquer. Et ma collègue m'a dit, c'est la CUA. J'ai dit, quoi ? La CUA, donc la conception universelle des apprentissages. Alors, quand vous allez la lire, c'est imbuvable au départ. Mais c'est bien ça, en fait. C'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que donc, pour le coup, c'était exactement tout mon cheminement, finalement, vers les parcours, vers les élèves à besoin, vers ce dispositif. Et puis, j'ai eu la chance aussi, en même temps, d'avoir la DGESCO qui, finalement, a frappé à ma porte en disant « on va venir filmer votre classe pour une table ronde sur la CUA ». Je dis « c'est fou, ce mot, il arrive là, j'en entends parler toutes les semaines ». Donc, je souhaitais vous montrer aussi un petit peu les aménagements, mais qui sont propres au parcours de compétences, en tout cas dans le cadre de la CUA. Donc, la CUA, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les moyens de représentation, c'est-à-dire c'est ce que vous présentez à l'élève. Ce qui est important, donc, alors, outre les projets de classe, Harry Potter, lier les disciplines, l'interdisciplinarité, par exemple, vous faites un projet arbre, vous liez tous les domaines. Voilà, donc ça, c'est très important pour les élèves, pour les engager dans le thème. Par contre, sur les parcours, on va retrouver également des moyens de représentation différents, comme la carte mentale, qui a tout son sens, que ce soit dans les chefs-d'œuvre, mais aussi dans les leçons que l'on donne quand on institutionnalise dans les parcours. Vous avez également les polices d'écriture, il faut les préparer en amont, mais donner donc tous les outils d'écrit, donc que ce soit les étiquettes de manipulation, les exercices, ils sont prêts avec la police dédiée. Ce qui est important aussi, c'est la consigne. Et quand vous allez passer à l'écrit avec les élèves, finalement, donc vous allez me dire, oui, mais ils n'écrivent pas beaucoup. Oui, mais en fait, j'en ai les 3/4, j'en ai peut-être un tiers qui ne peut pas écrire. Les autres peuvent, mais un tiers qui ne peuvent pas. Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il faut qu'ils écrivent la date, le domaine, la consigne? Et en final, ils sont essoufflés à la fin, après avoir écrit tout cela. Et finalement, vous n'avez même pas évalué l'exercice avec la consigne et la compétence. Donc, c'est aussi donner des supports où finalement, on n'est pas dans recopie les phrases et souligne le sujet. C'est directement donner le support et dire colorie le sujet. Et vous gagnez du temps parce que vous allez vraiment évaluer vos élèves sur la compétence, identifier le sujet dans la phrase. C'est également donc tous les supports, QCM, des vrais-faux également. On va jusqu'au dicté à trous, bien sûr, ça vous connaissez aussi dans les dictées Histoire des Arts de Mélie Mélune ou autres. Mais en tout cas, voilà. Vous avez également l'apport, donc forcément l'apport du jeu. Vous avez vu que le jeu avait une place centrale dans les parcours. C'est-à-dire qu'on peut apprendre une compétence à travers un jeu spécifique qui permet de travailler la compétence ciblée. Et ça, vous en avez beaucoup. Là, je vous ai mis le jeu de mon école, mais vous avez beaucoup de jeux aussi où on travaille une compétence. Si vous trouvez un super jeu mais qu'il y a trop de compétences, vous pouvez barrer, sur un jeu de plateau par exemple, vous pouvez barrer temporairement certaines cases et dire sur le plateau, vous jouez que sur cette case-là, sur cette compétence, puis plus tard, vous ressortez le jeu quand vous avez avancé dans les compétences et vous effacez l'écran en disant maintenant vous pouvez faire tout le jeu. Mais vous voyez, vous pouvez vous appuyer sur les jeux. Les élèves
à besoin, en tout cas, qui n'ont pas besoin de passer par l'écrit, vont travailler aussi les compétences par le jeu. Classe numérique aussi est un support très intéressant, puisque vous avez toute une banque d'exercices qui sont classés par compétences. Et vous avez, alors si vous prenez aussi, alors je ne vous pousse pas à l'abonnement, mais si vous prenez l'abonnement, vous avez un tableau de bord où vous pouvez aussi voir en différé les résultats de vos élèves sur les petits exercices que vous avez sélectionnés dans votre plan de travail, en tout cas ce que vous allez donner à la classe. Vous avez également aussi tous les petits supports de manipulation qui peuvent être importants et venir au moment opportun, en fait, au moment où vous êtes avec les élèves dans la classe et que vous prenez un ou deux élèves en particulier pour les faire travailler. Vous pouvez sortir du matériel spécifique pour les aider. Donc là, je vous ai mis les petits supports de manipulation en numération. Donc ce qui est important, c'est de sécuriser aussi l'élève dans ses propositions de support. Le deuxième pilier dans la CUA, c'est également les moyens d'action et d'expression. Donc là, on va retrouver effectivement l'accès aux outils, l'autonomie des élèves, la planification, vous avez vu avec le référentiel de compétences, c'est-à-dire que l'élève s'engage complètement dans ses apprentissages et doit planifier, que ce soit donc le parcours, au moment où il va s'arrêter pour le reprendre le lendemain, mais aussi la phase de révision à la maison pour passer l'essai. Donc ça, c'est un gros travail de planification chez les élèves, en tout cas pour donc un moyen d'action. Vous avez également donc les interactions. Vous avez vu, on essaye au maximum que les élèves se rencontrent dans les parcours et travaillent ensemble, que ce soit à travers donc les jeux, la coopération, le tutorat. Il est important de donner du sens aux apprentissages et en engageant pleinement les élèves dans les ceintures, forcément, les élèves savent ce qu'ils apprennent. D'ailleurs, quand ils viennent vous dire « je dois passer les C2 », oui, d'accord, les C2, mais c'est quoi les C2? Donc faites exprès. Vous demandez à l'élève de vous réciter la compétence. Combien d'élèves sont arrivés, vous ne savez pas du tout de quoi ils parlaient en fait. Enfin, en tout cas, moi, quand ils arrivent en CM2, ils se mélangent complètement, ils sont incapables de mettre ces mots. En fin de CM2, ils savent vraiment de quoi ils parlent et ce qu'ils apprennent. Dans les moyens d'action et d'expression, vous avez aussi des outils qui aident. Alors, bien sûr, il y a l'aménagement de la classe, les lieux pour travailler, les affichages. Alors, on met aussi dans l'expression et action la quantité de travail. Hein, ça, c'est un dosage aussi. Je pense à nos élèves à besoin. De savoir faire des pauses aussi, c'est important. On retrouve la manipulation. Donc, ça, c'est aussi pour ça que j'ai fait donc, les parcours avec Réussir en grammaire, hein, puisqu'on a beaucoup d'étiquettes et j'aime beaucoup ce travail où l'élève vraiment va classifier un petit peu, va faire ses propres propositions avant d'arriver peut-être à la bonne classification. Dans le dispositif, l'erreur est primordiale, c'est-à-dire qu'on peut se tromper et c'est intéressant de voir ce que fait l'élève quand il trie et de se dire, bah, tiens, oui, t'as pas le bon tri, mais c'est pas grave, tu as un tri intéressant quand même. Et puis de le pousser après un petit peu plus loin pour le faire avancer. Je regarde. Ça fait peur. Vous avez également donc Vous avez aussi des outils coup de pouce dans la classe qui peuvent aussi vous aider à n'importe quel moment, que vous avez préparé en amont. Moi, pour ma part, j'utilise les cartes de déblocage. Ce sont des actions que je fais avec les élèves à besoin, mais je les ai matérialisées sous forme de cartes. Et les élèves peuvent s'en emparer à tout moment quand ils sont bloqués. Certains élèves vont se débloquer tout seuls avec les cartes. Mais ça peut être aussi utile pour les tuteurs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment accompagner l'élève. C'est très difficile d'être tuteur, hein. Ça s'apprend, c'est peut-être ce qui est le plus long dans le dispositif. Mais en tout cas, ils vont apprendre à se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux lui dire pour l'aider? Et les cartes de déblocage sur lesquelles j'ai mis donc, des petites astuces, les tuteurs peuvent se les approprier et aider le camarade à tout moment. Enfin, dernier point de la CUA, ce sont les moyens d'engagement. Donc là, vous voyez que sur les parcours, l'élève est pleinement engagé. On retrouve toujours la sécurité, les interactions, l'autonomie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'autorégulation et surtout ce sentiment de l'élève de se dire, bon ben, j'avance. Il y a des moments, j'ai des choix à faire. Quel choix je fais? Est-ce que je vais chercher un tuteur? Est-ce que je demande la maîtresse? Est-ce que je prends les cartes de déblocage? Donc ça, c'est intéressant aussi que l'élève fasse ses propres choix dans ses parcours.
Vous avez également le plan de travail, qui est une aide pour la planification, mais aussi pour donner aussi des objectifs à l'élève, pour le mettre en réussite. Donc parfois le référentiel, il y a peut-être trop d'informations, donc recentrer sur le plan de travail à la semaine les objectifs peut aider l'élève aussi à se remettre, à s'engager et finalement aller au bout de ses objectifs. C'est bon pour vous? Donc je vous invite à aller relire tout ça, il y a plein de choses dessus. Mais en tout cas, voilà, sur les parcours, voilà les principes qui sont repris liés à la CUA. Donc pourquoi utiliser donc, les parcours? Donc ça, vous avez vu en amont, il y a plein de choses à penser, mais il reste quand même des petites choses en aval. Donc là, on est sur la disponibilité du PE, le lâcher prise, mais en fait, il ne fait pas rien, hein, il fait plein de choses. Donc il est là pendant la tâche, il peut gérer le temps, les pauses, il peut aider sur les ressources des élèves, les remettre aussi dans la tâche, mais également aller l'aider à aller rechercher d'autres ressources qui pourraient l'aider. En tout cas pour ceux qui n'ont pas l'autonomie d'aller se débloquer seuls. Il peut replacer un élève aussi, il est sur le climat de la classe et la gestion de classe, hein, ça c'est sûr. Et il peut aussi être sur les stratégies d'apprentissage des élèves, c'est-à-dire qu'on communique énormément avec les élèves et on voit un peu, on sait comment ils avancent et comment ils fonctionnent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le lendemain, quand on a récupéré le cahier, par exemple, on a aussi, quand on remet le cahier, alors soit tout est bon, l'élève va poursuivre, mais parfois il y a des petites choses à corriger. Donc on peut aussi avoir un petit dialogue personnalisé avec l'élève sur la correction attendue. Voilà, donc ça c'est aussi très intéressant, ces interactions qu'on peut avoir avec les élèves. Donc qui dit parcours de compétences dit lâcher prise. Alors le mot est mal choisi, parce qu'on se dit que c'est le lâcher prise total et on ne fait rien. Et ils font tout. Pas du tout. En fait, on est multitâche, multigeste. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, alors toi Edouard, je sais que tu es en atelier. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment ne pas me prendre en charge un groupe. Je veux être complètement avec eux pendant tout ce créneau parce qu'il se passe plein de choses. On peut jouer. Quand un élève dit moi, j'ai pas de partenaire. Si, il y a moi. Je suis là, moi. On peut créer aussi un petit groupe de besoins parce que la veille, on a vu qu'il y avait 3 élèves qui bloquaient sur une compétence et on se dit tiens, je vais les débloquer. Allez hop, demain, je leur donne un petit rendez-vous. J'en prends 3, on va se mettre sur le tapis et je vais renforcer un petit peu. Je vais me mettre pendant 10 minutes avec eux et je vais travailler. On peut aller faire de l'étayage. On peut aller également récupérer un élève qui n'avance pas et le replacer près de soi pour l'avoir vraiment sous les yeux et le remettre dans la tâche, l'aider, enfin en pas à pas, enfin vous voyez, voilà, la remédiation. Ce qui est intéressant aussi, c'est le dosage entre l'autocorrectif, le jeu autocorrectif et le jeu où l'élève vous appelle. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un peu votre contrôle aussi dans le lâcher-prise. Et l'élève vous dit « Maîtresse, ça y est, j'ai fait mon jeu, est-ce que tu peux venir voir et le corriger ?» Donc là, vous y allez, vous enlevez tout ce qui est bon, puis vous lui dites « Bon, ok, super, tout ça c'est bon, maintenant je t'ai laissé toutes les petites erreurs qui restent, tu me rappelles dans 2 minutes, je reviens. » Et ce feedback, il est très important en fait, en tout cas on en parle énormément dans la recherche. Il faut avoir des feedbacks réguliers avec les élèves, en tout cas sur ce qu'ils font, et ne pas différer. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est le rôle de l'ASH qui n'est pas toujours collé à l'élève et qui est avec son élève en osmose totale. Il faut que l'ASH se mette aussi en retrait et laisse de l'espace à l'élève pour qu'il puisse avoir aussi un petit peu d'autonomie, qu'il puisse s'engager. Elle n'est pas loin, hein, elle est juste derrière, mais en tout cas, la laisser à côté, c'est pas bon. Il faut que l'élève respire aussi et ait de la marge de manœuvre. Ça va ? On vous montre également donc, le plan de travail d'Edouard, si tu veux le commenter. Éteins mon micro, je sais. Oui, c'est un plan de travail vierge, hein, parce que moi, c'est l'élève qui choisit ce qu'il va travailler pendant la semaine. Je lui impose rien, sauf si vraiment il est en difficulté pour choisir ses compétences. Je ne bloque pas comme Muriel à certaines couleurs. Si il est en confiance dans telle ou telle matière, je l'encourage à poursuivre justement parce que le but, c'est de les mettre en réussite et en confiance. Donc, je ne vais pas le bloquer et le dire, non... tu arrives bien au vocabulaire, donc là, tu vas t'arrêter et tu vas attendre d'avoir réussir les autres avant de continuer. Et après, dessus, effectivement, on peut
mettre des choses un peu plus spécifiques à la classe dans la semaine. Ce qui est dans les projets aussi, parce qu'on base beaucoup en projets, chefs-d'œuvre et voilà, la poésie. Et en fait, c'est un peu un contrat de travail, un plan de travail. L'élève va s'engager pour la semaine à passer au minimum 6 compétences, voire plus après en fonction de sa motivation, parce que les semaines, elles sont très irrégulières. Et à côté, vous avez une petite carte de déblocage où on a les couleurs, effectivement, où on invite les élèves, quand ils comparent, à bien classifier justement enfin, les classes de nombres. Donc ça, c'est une petite carte de déblocage qu'ils peuvent s'emparer tout seuls, mais qu'on peut faire aussi avec un élève spécifiquement. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, je vais vous mettre juste la petite vidéo, mais si vous devez partir, n'hésitez pas, scannez, parce que ça, c'est la vidéo de la DGESCO. Donc, les élèves dans la classe, y compris la table ronde où ils expliquent finalement les principes de la CUA en rapport avec finalement ce qu'ils ont capté dans la classe. C'est à la minute 38, mais tout est intéressant. Et la table ronde aussi est très intéressante. Vous avez d'autres séquences aussi sur la CUA. Je vais vous la passer, mais je crois que le son est pas bon. Mais vous les verrez quand même un petit peu. Je l'ai, ouais. Ouais, je vais la mettre. De toute façon, on a le droit de déborder. Hein. Je le mets, regarde. Ça y est. Je ne sais plus comment je remets en présentation. On vous a mis le livre aussi, si vous voulez le voir, il est là. Et vous avez les 2 blogs, vous avez d'autres ressources, donc chez Édouard et chez moi. J'arrive plus à le remettre, alors hop. Manifeste. Mais le son, je vais commenter. Ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant, c'est que les élèves avaient véritablement la possibilité de prendre des décisions et d'agir. Oui, mais pas après, je crois. Donc moi, j'ai assisté à une séance d'entraînement durant laquelle les élèves avaient vraiment un large degré de liberté. On n'entend pas, hein, mais vous avez un sous-titrage. Et l'enseignante m'a expliqué qu'elle travaillait comme ça 2 fois par semaine. Très bien, merci Mélanie. Maintenant alors, c'est pas 2 fois par semaine, c'est tous les jours. 2 fois par jour. D'aller dans la classe de Muriel. Oui, à peu près. Oui. Nous Et allons anglais. donc commencer notre séance sur les parcours. L'anglais, c'est une fois dans la semaine. Entraînement en mathématiques. Bon, il y a le sous-titrage. Vous en êtes dans vos référentiels. Dans la classe, j'ai 8 élèves à besoin, 10 dyslexie, 10 orthographie, donc vous ne les verrez pas en fait. Et un élève qui était très en retard, enfin des lacunes, lui vous le verrez. Mais... 35, je vais le chercher dans une boîte, je fais le parcours, et après, si j'ai fait un jeu, je le dis à la maîtresse, elle me met un point. Vous arrivez à lire? Après, tu as des petits essais là-bas, quand tu as bien révisé. Et là, si tu as bon à cet essai, tu peux mettre une couleur verte. Et ce parcours, il est totalement validé. Il n'est pas clé en main, mais tout est clé en main dans Parce qu'on a raté des exercices où on n'a pas compris aussi. Là, j'ai donné des petites cartes de rendez-vous et je prends donc 3 élèves pour retravailler une compétence qui n'était pas... Alors, c'est des bons élèves, mais la durée, les schémas, tout ça, c'était pas clair. Donc là, c'est l'affluence sur le panneau de SOS. Sur un papier jaune, et on marque sur quoi on a besoin de difficultés. Et il y a un autre camarade après qui viendra voir aussi il répondra et il viendra aider. Beaucoup de SOS. Dispo. J'essaie de faire ça. Non, Là, on a un tuteur avec un camarade. tu viens de te tromper parce que 5,3. En fait, c'est côté de 40. Ah, il faut faire tous les 40. Ok, il faut juste compter les 40 par les centimètres. Donc j'utilise aussi des petits fichiers MHM en géométrie et en grandeur et mesure.
comment tu vas lire ce nombre? Les plans de travail, je les ai. 8 millions. 80 millions. Ok, je te propose d'utiliser le tableau. Est-ce que tu peux me mettre ce nombre dans le tableau? Ok, on les a tous. Alors, regarde bien comment il est fait le tableau. Il y a des mots pour t'aider. Est-ce que lui, on va le prononcer ce mot-là? 816. Donc 816. 120. Ok, tu essayes de me l'écrire? À côté de moi, j'ai une autre élève aussi en soutien. Donc elle, je l'ai replacée, je l'ai mis près de moi aussi pour voir un peu. Il faut les scanner, comme ça après on a accès à une vidéo qui peut tout nous expliquer. Ah, ces petites cartes de déblocage. Ça, c'est les parcours qu'on fait. Et là, c'est les jeux qu'il y a sur les parcours. Et je trouve le jeu du parcours. Tracer un triangle. On recommence sur le triangle. A, B, C, il faut toujours. Ça peut, créer des groupes C'est de là où on est. en fonction de ce qu'ils ont fait. Oui. Ok, donc c'est de là. Voilà. Donc, ensuite, c'est AB 4 cm et BC 5 cm. Là, c'est une élève qui se sentait pas bien, donc c'est ça aussi la CUA, c'est de faire une pause. Elle a mal à la tête, donc elle va se mettre un petit peu. La charge cognitive est trop importante, donc elle va se mettre un petit peu à l'écart. On a un petit peu de mal à faire un exercice. Quelles ressources tu peux utiliser dans la classe? Déjà les SOS. Des gens qui, si tu mets un petit mot là-bas, et des gens viennent le voir pour essayer de t'aider s'ils peuvent. Après, par exemple, il y a ces petites fiches avec des verbes ou celle-ci. Il y en a en maths et en français. Et après, il y a la maîtresse. Et il y a la maîtresse, toujours. Elle est disponible. Quand on n'arrive pas, on n'a pas compris, il y a ces cartes qui peuvent vous aider. 6 côtés à mieux comprendre. 2, 3. Bon, ça, c'est des choupettes qui sont allées travailler dans le couloir, mais c'est l'espace jeu. On est dans le couloir, on a le droit d'y aller pour soit faire des exercices, soit faire des jeux. On fait pas les exercices dans le couloir. Mais on l'a pas dit le jour du film. Parcours. Si tu révises chez toi, tu peux en prendre un de la matière. J'ai pris connaître du vocabulaire des solides, puis fais ça. Alors, dans cet extrait, J'arrête on voit là, des mais élèves vous pouvez très continuer à le engagés lire dans à la tâche. maison, En tranquillement. quoi l'environnement instauré est-il capacitant pour les élèves, et est-ce que vous pourriez définir ce qu'on appelle capacité? Donc l'objectif, c'est de créer un environnement capacitant pour tous les élèves. Donc le travail, il est en amont, mais il reste encore des petites choses en aval, mais beaucoup moins que si on prépare chaque séance, chaque ressource. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, en tout cas, merci.